Est-ce que là, vous m'entendez correctement? Oui. Oui, alors, 17e, vous allez voir qu'il y a des jolies découvertes. Alors, ce qui fait peut-être un peu la spécificité Moi, j'ai une formation qui est assez élargie. Je ne suis pas vraiment rentrée dans un cursus universitaire classique. Et en définitive, ce n'est pas inintéressant dans cette histoire de jardin parce que le jardin est un petit peu le lieu où vont se réunir tous les savoirs. Pendant très longtemps, moi j'ai hésité d'ailleurs entre l'archéologie, l'histoire et l'architecture en me disant est-ce que éventuellement je ne deviendrais pas architecte du patrimoine ou architecte en chef. J'étais très très tentée par tout ça. Et puis quand je suis tombée dans les jardins, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot, j'ai découvert un univers où il y avait vraiment une possibilité d'application à tous les niveaux des savoirs et de compréhension des savoirs. Et en tant qu'historienne et archéologue, ça a été un terrain de jeu et ça continue à être un terrain de jeu vraiment très très intéressant. Donc le fait, vous allez voir, de ne pas avoir tellement de limites, en définitive, fait que j'aborde, alors vous m'en excuserez à l'avance, quelquefois de manière très naïve, certaines choses. On va parler notamment de Serlio, vous allez voir. Alors j'ai une immense naïveté là-dessus. Ne m'en veuillez pas si jamais je commets quelques impairs quelquefois. Le but du jeu, souvent, ces dossiers-là, celui de la Galée comme celui de Charlie, moi j'ai la chance, vous savez que les archéologues, généralement, on fouille et puis derrière nous, on détruit. Alors moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que mes dossiers servent à restaurer, ce qui est une chance absolue. Ça, c'est extraordinaire parce que du coup, je peux travailler derrière avec les architectes. Et donc, un de mes rôles va être aussi techniquement de fournir des choses qui soient suffisamment précises techniquement en termes de savoir ancien pour que derrière, ça puisse se traduire par une restauration qui soit vraiment en lien avec le site et non pas quelque chose de plaqué comme ça par hasard. Donc dans le cadre de la Galée, nous avions des propriétaires qui sont toujours là d'ailleurs, qui étaient inscrits dans une restauration des jardins et du lieu et qui donc étaient demandeurs d'une histoire. Et puis dans le cadre de Charlie, la mairie de Charlie a passé un accord avec le CRBA dont je fais partie, qui est le Centre de ressources de botanique appliquée. Et nous sommes en train de mettre en place à Charlie un jardin basé sur toutes les recherches historiques de Stéphane Crozat entre autres, mais aussi les miennes. Ce jardin, il a pour but de développer, de remettre en valeur la biodiversité de la création botanique lyonnaise et de travailler main liée entre le passé et le présent pour recréer des espèces ou retrouver des espèces, replanter, remettre en culture, qui pourraient éventuellement nous servir dans le futur. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on va au supermarché, on trouve la même golden qui a été clonée 500 000 fois. Si cette golden, un jour, elle a un problème sanitaire parce qu'elle trouve sa bactérie ou son champignon, on n'aura plus de golden. Le but du jeu, c'est justement dans ces recherches qu'on mène à Charlie, c'est de pouvoir retrouver des légumes anciens. Lyon a été une ville d'obtention extraordinaire, Lyon et la vallée du Rhône et de la Saône. Et donc, en cela, Charlie était très intéressant puisqu'on va recréer un laboratoire d'expérimentation de plantation à Charlie. Donc, dans ce cadre-là, j'ai travaillé, là encore, sur cette maison des champs. Il se trouve qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Elles ont quelques éléments en cohésion, je vais vous le montrer. Alors, la première cohésion, c'est une cohésion géologique. Et vous allez voir que ça a son importance parce que aussi bien Charlie que Myri sont tous les deux implantés sur des moraines jurmiennes. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ça. Tout simplement pour dire que ce n'est pas un terrain qui est très favorable à tout ce qui est culture du blé ou de l'élevage, l'élevage éventuellement, mais c'est principalement la vigne. Et c'est ce qui va expliquer aussi toute cette implantation de ces maisons à proximité de Lyon, c'est qu'on a ces terres qui ont vraiment une spécificité pour la plantation de la vigne. Les clos de la Galée et de la Haye, alors le clos de l'Haye, on dit souvent la Galée, bon très bien, et on dit le domaine Melchior-Philibert. Mais Melchior-Philibert n'arrive à Charlie qu'en 1691. Et moi, je me suis rendu compte que ce domaine, il avait une histoire bien avant. Alors, lui donner uniquement l'intitulé de Melchior-Philibert, c'est un petit peu restrictif. Donc, pour ma part, je l'appelle le clos de l'Haye, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle depuis au moins le XIVe siècle. Et vous voyez qu'en fait, alors c'est amusant, ils n'ont pas le même volume. La Galée est beaucoup plus grande en taille. Mais vous voyez qu'en fait, si vous suivez ma petite flèche, on la voit, on la suit.
Ah oui, oui, c'est ça. Eh bien, ils ont à peu près la même forme, ça c'est amusant. Alors, on est sur ce principe de ces domaines viticoles, je vous en dirai bien plus après, vous allez voir, mais qui sont clos parce que tout simplement il y a énormément de vent et que la vigne a besoin d'être protégée du vent. Donc, dans les deux cas, on est sur un principe de clos. Alors, le domaine de lait, eh bien, il est clos par des haies, tout bêtement. Hein. Je veux dire, il n'y a pas à chercher très très loin. Concernant le nom de la Galée, c'est plutôt une famille qui va donner lieu, qui va donner son nom au lieu, mais c'est pas des domaines qui présentent cet aspect-là entre le XIIIe et le XVIe siècle. C'est des domaines qui se sont amplifiés. Au départ, ce sont des petites maisons. Je vais vous expliquer tout ça. En termes de pente, parce que c'est intéressant, vous voyez que le domaine de lait de Melchior-Philibert est plutôt plat et cette partie rouge-là est une partie qui descend vraiment assez rapidement. Ça a son importance pour les cultures. Par contre, vous avez ici celui de, comment on appelle ça, de la Galée, qui lui, vous voyez, présente une zone beaucoup plus contrastée. Ça a son importance, je vous en parlerai après. Juste pour vous présenter la Galée, si vous n'y êtes pas allé, c'est un lieu magnifique. Alors on l'appelle château, mais vous verrez que ça n'a rien d'un château. Ça a été une des choses qui a été, il faut la faire accepter, mais ce n'est pas un château. C'est une maison des champs, une maison des vignes qui est devenue maison des champs, mais elle n'a rien d'un château. Par contre, elle a effectivement des faux airs de château avec des tours, pas de douves, mais un mur de clôture sur le côté qui donne un peu l'impression que, je vous montrerai après tout ça, et puis cette masse imposante et tout un système de terrasses associé avec, sous le château, un réseau d'eau assez extraordinaire, mais vous verrez qu'il n'est pas le seul. Donc un lieu d'application des savoirs quand même vraiment intéressant. Une implantation assez particulière, là c'est une partie de la topographie du site. Vous voyez que le château se déroule, se place ici. Les terrasses de jardin sont en contrebas et on a l'impression qu'elles suivent plutôt le sens de la pente. On n'a pas une organisation de jardin spécifique. Alors le jardin du haut est lié vraiment à la maison, à l'édifice, mais les parties de jardin en bas sont, elles, un peu plus hiératiques. Ça se positionne un petit peu curieusement. Il a fallu comprendre tout ça. Et donc, vous voyez que, eh bien, on s'installe, la Galée s'installe sur une espèce de talweg avec une pente assez forte. Concernant Charly, vous voyez que c'est à peu près plan. On a cette partie-là qui est effectivement en pente. Alors, le bâtiment est nettement moins beau. Clairement, on n'a pas du tout le même rapport. Charly est beaucoup plus simple. C'est plus en intérieur que les choses se font. Et la particularité de Charly qui est, on le connaît vraiment pour ce qu'on verra après, qui sont les peintures murales qui sont à l'intérieur de cet édifice-là. Et puis pour ce pavillon, dont j'ai trouvé la raison d'être, en fait. Ça c'était intéressant parce que c'était quand même pas gagné. Justement, c'est une espèce de petite chose gratuite. Là, on ne sait absolument pas, au départ, on ne savait pas vraiment pourquoi ça a été mis là comme ça, quelle était la raison de son implantation. Le domaine de Melchior-Philibert, donc de la Haye, et qui malheureusement a été empiété. Vous voyez, ça c'est la vision actuelle d'une partie ici qui aujourd'hui abrite une maison de retraite. Alors ça, c'était intéressant aussi de faire l'histoire pour donner une cohésion à l'ensemble du site. Alors, on ne peut pas parler de ces maisons sans parler de la vigne et du vin à Lyon. Je ne vais pas vous faire une lecture de tout ce qu'il y a sur ce document-là, mais pour vous dire en fait que il y a déjà une question très simple, de rapport qui est vraiment très prégnant à Lyon entre le vin et les Lyonnais, parce que lorsque les Lyonnais pouvaient aller à l'extérieur, ils ne payaient pas d'impôts en ramenant le vin à Lyon. Ça, c'était déjà quelque chose qui, dès le XIVe siècle, était présent, avec une constante qui est que le vin ne se conserve pas bien à Lyon, tout simplement parce qu'on n'a pas de cave sur la presqu'île, ou très peu. Ce sont des caves qui sont assez humides et pas très, très bonnes pour conserver le vin. Donc on a pris l'habitude de conserver le vin à l'extérieur. Alors, comme vous pouvez le lire, au XVe siècle, on a encore les bandes d'écorcheurs, donc de voleurs, de gens qui vont mettre les maisons à feu et à sang, qui arpentent la région lyonnaise. Et donc, il y a des gens qui vont s'établir à Lyon et qui, du coup, vont conserver leurs petites maisons à proximité. Il y a donc un lien qui se crée entre les deux, là encore sur une base un contexte plutôt politique.
Les vignes se concentrent à l'est, et bien tout simplement parce qu'on a ces collines vurmiennes dont je vous parlais. C'est clair que dans les brotteaux lyonnais, les vignes se concentrent à l'ouest, pardon. Sur les côtes, sur les brotteaux de l'est, on est un petit peu moins confortable sur la vigne. Ça pouvait arriver qu'il y en ait, mais on n'est quand même pas sur la même géologie et c'est pas les mêmes rapports. Les caves, j'en ai parlé, et puis les taverniers qui vous allez voir que c'est important pour la Galée. Les taverniers forment un corps de métier à part entière, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui vont se donner le nom de tavernier. D'ailleurs, ça a été une mauvaise traduction. Quand on travaille sur la Galée, au départ, il y a un petit texte qui vous dit, dans les nommés de, alors je ne sais plus, c'est 1518 ou celle d'avant, je crois que c'est celle d'avant, eh bien, on a Monsieur de la Galée qui est bombardier. En fait, c'était pas bombardier, c'était tavernier, mais c'était pas très très bien écrit, c'était difficilement lisible. En tout cas, on a vraiment ce lien entre les maisons des vignes à l'extérieur et les petites, les tavernes ou le commerce du vin à l'intérieur de Lyon. Les premières citations de la présence de vignes à Miry, elles datent de l'époque romaine. Il y a déjà une reconnaissance du vin à cette époque-là, mais on a vraiment, en termes de texte, les premières citations datent de 1234. Orion de la Galée est cité en 1348, donc déjà au XIVe siècle. Pour ce qui est de Charly, on a à peu près des citations dans les mêmes époques, avec la présence d'un coteau viticole qui est mis en place qui est cité dès 1387. Et surtout, cette citation de propriétaires lyonnais qui possèdent des maisons, puisque je l'ai mis après, mais je crois qu'à Charly, c'est à peu près 81 Lyonnais qui ont une propriété à Charly. 25 sont dotés de treuil, d'un tinel ou d'un pressoir, un four pour cuire le pain. On a vraiment cette présence lyonnaise très forte. Alors on le sait grâce aux fameuses nommées de Lyon qui établissent, vous savez, des impôts pour le niveau d'imposition pour ceux qui vont importer du vin à Lyon ou qui se trouvent à l'extérieur, les citoyens lyonnais qui se trouvent à l'extérieur. Grâce à cela, on a une connaissance relativement bonne de la présence des Lyonnais autour de Lyon. Maintenant, concernant par exemple le domaine de lait, on sait que une personne possède un petit territoire dans le domaine de lait. Maintenant, ce n'est pas l'ensemble du clos. Donc voilà, au départ, entre le XIVe et le XVe siècle, on a sans doute une multiplicité de petits éléments. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1483, pour Miry, pour la Galée, il y a à la fois une maison haute et basse, mais aussi la Maison du Soleil, exactement. Et alors, vous allez voir que ça prend son importance aussi parce que vous aviez... alors, je risque de dire une bêtise, pardon si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est Duchoul qui habite sur la rue du Gourguillon. Voilà. Donc, c'était pas une bêtise. Et ça a son importance parce qu'il y a des liens, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Mais bon, donc, ceux qui habitaient la Galée à Miry habitaient aussi l'hôtellerie. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette démonstration. Cette carte, je voulais emprunter, Marianique. Oui. Mais je crois que c'est une des plus complètes qui a été faite. Ouais. Justement, où ça montre, alors c'est jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais la présence des maisons des champs, dont on voit bien effectivement qu'elles sont à peu près toujours à l'ouest. Donc je vous ai expliqué la raison du pourquoi. Alors non, je ne vais pas expliquer, d'ailleurs, je vais trop vite. Mais on a ces maisons des vignes, et puis on va avoir, à partir du XVIe siècle, les maisons des champs. Et curieusement, en tout cas à la Galée, ça se passe comme ça. À Miry, ça va se passer comme ça. À Charly aussi. Eh bien, on a une transformation des maisons des vignes en maisons des champs. Mais je vais un peu vite. L'emprise du territoire de lait au XIVe siècle, c'est à peu près celle-là. Voilà. Vous avez aujourd'hui, les bâtiments se trouvent là, le jardin ici. Vous voyez qu'en fait, le domaine a quasiment gardé son volume. Alors c'est tout bêtement une question géographique, puisqu'on a les bâtiments, le territoire du village qui s'étale ici avec des routes qui mènent au Rhône. Vous voyez qu'il y a une bordure par 3 routes qui sont assez essentielles. Concernant la Galée, dans le pendage d'origine du site, on avait le passage
visiblement d'un cours d'eau, et ce cours d'eau a permis l'implantation primaire de la maison. Alors la maison des vignes de la Galée, on peut dire qu'entre le XIIIe et le début du XVIe siècle, entre le XIVe siècle et le début du XVIe siècle, on a très peu de données. On a néanmoins à l'intérieur de la maison des présences de murs assez anciens. Alors vous voyez le plan aujourd'hui de ce qu'on appelle le château de la Galée, même si ce n'en est pas un. Vous l'avez ici. Et on a encore une conservation de ce mur-là, qui visiblement présente un mortier assez primaire, des très gros blocs qui ont été utilisés, une structure sur laquelle après vont se greffer d'autres éléments, mais qui a l'air donc d'être bien antérieure. Au niveau de la structure, enfin des éléments situés autour de la maison, j'ai retrouvé dans les caves la trace d'un ancien aqueduc. Vous voyez qu'on le voit ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le... On ne voit pas la souris. Ah bah alors c'est... Ah bah, oui, bah alors c'est dommage. Allez, et puis si je clique dessus, ça me fait passer le truc. Là, peut-être qu'un laser, ou alors si je me lève, mais je risque de faire de l'ombre à l'image, non ? Ah, c'est dommage, j'étais persuadée. Sur la photo d'en bas, je vais plutôt faire comme ça. Hop. Je vais passer la figure. Voilà, donc sur la photo d'en bas à gauche, ah bah là, j'ai ma souris. J'avais décidé d'aller prendre l'air. On voit ici les arcs de l'ancien aqueduc. Et vous voyez le passage ici. Et les caves se sont mises dessus. On le voit là, en fait, l'ancien aqueduc. Donc vous voyez, c'est complètement assis. Alors ça, on peut penser que c'est des aménagements plutôt moyenâgeux, où on a récupéré l'eau. Et puis, quand on regarde toute la structure de l'actuel cellier, on se rend compte qu'il y a des phases, effectivement, bien antérieures. Et on est arrivé à en définir au moins 4. La première de ces phases-là étant, a priori, une phase médiévale. C'est-à-dire que l'ancien cellier était au départ sans doute un peu plus petit, il était moitié moins important que celui d'aujourd'hui. Et on en a gardé des traces avec notamment un appareillage assez différent en arête de poisson, des choses assez jolies. En termes de volume, eh bien, l'ancien cellier se trouve ici. On voit que la récupération, enfin, si on restitue le tracé de l'aqueduc, on voit que l'eau, effectivement, traversait le cellier, ce qui était vraiment quelque chose d'indispensable quand on travaille la vigne. Et puis, peut-être l'emplacement schématique, parce que j'ai pas toutes les données, mais de l'ancienne maison des vignes qui se trouvait là, alors qui a été creusée et implantée, enfin, qui a été implantée sur une terrasse. Et le mur qui se trouve là est un mur assez haut, il fait bien 5-6 mètres de haut. Il permet en fait, parce que vous voyez que la pente ici est assez forte, il permet de créer un terre-plein, et donc on peut penser que effectivement le volume premier s'organise entre le cellier et la maison sur le terre-plein. Une ancienne cave ici qui a été bouchée après en partie. Et puis, donc, un élément, une structure assez simple et un chemin qui vient à partir de Millery, du centre de village. Ensuite, la Galée va échoir par héritage. Je vous fais l'économie de toute l'étude généalogique qui a pu être faite pour tout ça. La Galée échoit à la famille de Vauzel. Alors, la famille de Vauzel, pour le XVIe siècle à Lyon, c'est juste hallucinant. Ça, c'était une donnée qu'on ne connaissait pas. Et c'est dans sa maison miroise, Mirotte, oui, j'ai écrit miroise, mais n'importe quoi. Qu'en 1550, voilà, je vous avais prévenu, il y a des petites choses comme ça. En 1550, Mathieu de Vauzel donc profite de son temps de vacances. Il écrit son traité des péages et il décrit le bien-être qu'il a à être dans sa propriété. Il reçoit aussi sans doute des hommes et des femmes de lettres, puisqu'en fait c'est le beau-frère de Maurice Sèvres. Il contribue à l'école de Lyon. Étienne Dolay est sans doute venu à Millery. Il y a en tout cas des textes autour du vin qui pourraient le faire penser. Il y a Philibert Guirinet aussi, Étienne Dolay. Enfin, tout ce beau monde, il y a des liens aussi avec Louise Labbé, se retrouve a priori autour du domaine. Et alors là, on est vraiment dans cette espèce de modification, de transformation, de passage entre la maison des vignes, qui est vraiment celle qui va donner du vin pour les tavernes, et puis cette maison des champs qui est beaucoup plus un idéal philosophique, littéraire, un art de vivre qui va se mettre en place. Alors, entre 1546 et 1562, il y a Mathieu de Vauzel entame une deuxième vie. Il a perdu sa première femme, il s'est remarié.
De son premier mariage avec la sœur de Maurice Sèvres, il n'a pas eu d'enfant, mais dans le cas de sa deuxième union, naissent 3 enfants. Et il est probable, alors que physiquement, il était apparemment assez... il le décrit d'ailleurs, hein, il le dit, assez diminué dans ces époques-là. On peut penser que dans cette époque-ci, il va modifier l'ensemble de la maison des vignes pour la transformer en une vraie maison des champs. On est toujours à Miry, hein. Des traces de cet aménagement, eh bien, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, si je retrouve ma souris, on a toujours a priori la présence de l'aqueduc qui se trouve ici. Un plan de maison qui va vraiment évoluer avec une récupération en termes de symbolique. On se rapproche du château. Pas de douve, mais ce grand mur qui forme une espèce de limite dont on a l'impression que derrière, c'est un peu comme une douve sèche en définitive. Un jardin, mais je vais vous le décrire un petit peu plus. Une grande allée. Une présence, on en parlera aussi, vraiment très très importante, et ça je ne me l'explique pas. Si jamais vous avez des idées là-dessus, avec Nathalie Mathieu, on en a déjà largement parlé, mais l'histoire des belvédères. Vous allez voir qu'aussi bien à Charly qu'à Miry, on a des belvédères. Et puis il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins 7, j'en ai compté 7 à Miry sur l'ensemble du domaine. Et il y a vraiment cette volonté d'observation du ciel, de topographie, peut-être de quelque chose de philosophique, je ne sais pas. Au même titre qu'à Lyon, souvent, vous regarderez dans le vieux Lyon, au XVIe siècle, eh bien, l'escalier se prolonge toujours. Pourquoi ? Alors on dit pour faire sécher le linge, oui, bon, d'accord, il faut avoir envie d'aller monter son linge tout en haut, mais peut-être, pourquoi pas, pour philosopher, puisqu'il y a certains, on connaît des textes sur le fait qu'il puisse y avoir un petit salon éventuellement sur la partie haute, observer les étoiles, mais la tour de la Belle Allemande par exemple, à quoi sert-elle ? Ça, il y a une vraie réflexion peut-être à avoir là-dessus, sur l'astronomie peut-être, en tout cas, aussi bien à Charly qu'à Miry, vous allez avoir la mise en place de petits édicules avec des tours, de belvédères et systématiquement de points de vue. On va l'évoquer après. Alors, des éléments qui sont liés à cet ancien, cet aménagement du milieu du XVIe siècle par Mathieu de Vozelle, on en a encore des traces dans la structure actuelle. Vous voyez, sous forme de ces portes, cette double porte qui donne sur le jardin, une porte similaire mais unique qui est de l'autre côté dans la cour, le pendant de ces portes-là, mais vous le voyez. Sur la gauche, donc, une double porte qui se trouve dans le jardin et le pendant de l'autre côté. Non, de l'autre côté, c'est au milieu. Et vous voyez ces portes qui sont en fait assez simples. Un décor qui a été récupéré, qui pourrait être identifié de ces mêmes époques-là. Et puis une tentative, un amusement. Il ne faut pas y voir plus que ça de ma part, parce que moi j'étais plus sur les jardins, même si l'architecture rentre complètement aussi dans ma mission, mais je n'ai pas arpenté le château en long, en large, en travers. Je l'ai juste fait en long, en large. Voilà, peut-être pas en travers. Et en tout cas, l'idée qu'on est dans une structure qui a sans doute évolué, telle qu'elle se présente aujourd'hui, et que, en définitive, eh bien, le plan était sans doute au départ un petit peu différent. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de présence de quatrième tour sur la partie droite, alors que si on s'amuse à reconstituer un schéma idéal, mais en définitive, ça marche. Zut. Ma souris, non. Si. Ici, la présence assez curieuse, justement, de murs de soutènement, enfin de murs assez épais. On n'est pas sur un cloisonnement intérieur. Et c'est vrai que du coup, si on s'amuse à redistribuer la cour en fonction des ouvertures que je viens de vous montrer, les ouvertures bouchées, eh bien, on arrive à avoir un lieu qui a une typologie un petit peu différente de celle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, c'est là où je demande aussi un peu votre indulgence, mais je me suis posé la question du coup de ce qui avait pu inspirer cet endroit-là. À partir de 1533, Jean de Vozelle, qui est frère de Mathieu, on pense toujours par 3. Les frères de Vozelle sont 3, et durant toute leur carrière, ils vont être
complètement liés. Intellectuellement, ce sont des gens qui ont une vie très très riche et qui ont la particularité de vivre ensemble. C'est-à-dire que vraiment, la notion de salon, de culture est quelque chose il devait y avoir un foisonnement et une fusion intellectuelle à cette époque-là dans le salon des Vozelles, ça devait être quelque chose. En tout cas, à partir de 1533, Jean de Vozelle, qui est le frère de Mathieu, coordonne les entrées de Lyon, les entrées solennelles. C'est quelqu'un qui a énormément de projets. Il avait envisagé de faire construire à Lyon un tempio et d'y publier un recueil sur Sainte Madeleine, qui est le symbole de la reconquête catholique. Il pense à ce moment-là à Sebastiano Serlio et son vœu va être réalisé quelques années plus tard, puisque Serlio, qui accompagne sans doute Hippolyte d'Este à Lyon dès 1546, se trouve à Lyon en 1550-1551. Le prieur de Montretier et l'architecte se sont rencontrés, ça c'est une évidence, on a des courriers. Au mois de décembre 1550, l'Arétin écrit à Sebastiano Serlio en lui parlant de Jean de Vozelle. Et également, il y a Jean de Vozelle évoque Maurice Sèvres et son frère Mathieu dans une lettre qu'il envoie à Serlio. Il y a vraiment un lien qui a l'air très présent puisque Serlio appelle familièrement, Jean de Vozelle appelle Serlio Sebastiano, donc a priori par son prénom. Et puis, c'est l'impression chez Jean de Tourne, qui est l'imprimeur de l'édite lyonnaise, mais aussi de celui de Mathieu de Vozelle, de son livre sur les portes. Un recueil dont la traduction est assurée toujours par Jean de Vozelle, donc si le lien entre Serlio et Vozelle devait être établi, ça, je crois que ça c'est assez clair. Maintenant, pour la Galée, on se demande dans quelle mesure Serlio n'aurait pas donné des plans, des idées, des inspirations. Je ne vais pas dire que Serlio est l'architecte de la Galée, ça serait sans doute aller beaucoup trop loin. Mais en attendant, vous voyez que déjà, en termes de connexion familiale, il y a déjà des choses assez intéressantes. Après, quand on regarde la porte d'entrée de la Galée et que l'on regarde les portes qui sont publiées à la même époque par Serlio, eh bien, il y a effectivement une correspondance, en tout cas dans le volume, qui est assez intéressante. Vous voyez que ça, c'est la porte de la Galée, ça, celle de Serlio, et puis ça, la superposition entre les deux. Et vous voyez qu'on est quand même sur des choses qui sont assez proches. En termes de plan, ce principe de plan et façade très régulier avec une symétrie de tours traités comme des bastions, eh bien, sont des choses que l'on va retrouver en Ancille-Franc. Ça date. Ancille-Franc, c'est entre 1542 et 1554. Et puis un projet de maison forteresse de Serlio, là encore. Là-dessus. Donc je reprends, vous voyez, quand on regarde un peu ces plans-là, déjà on a des petites choses. Un élément aussi, alors ça, je trouve, ça n'a l'air de rien. Quand on les voit, on se dit, bon, en plus, ça, c'est pas un élément qui est forcément esthétiquement le plus, enfin à mon goût en tout cas, le plus beau possible, mais je ne connais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, et j'ai pas la science infuse là-dessus, de lieux qui, pour cette époque-là, sont dotés d'oculi pour aérer les greniers. Vous voyez qu'on a cette présence-là de toutes petites fenêtres rondes qui se trouvent tout autour de la maison de la Galée. Et ça, c'est une chose que, justement, Serlio met en avant dans la fameuse maison ici, à la maison forteresse. Vous voyez ces petites ouvertures. On n'est pas sur un attique, hein, on est vraiment sur de l'aération pour les greniers. Et on en a une application directe à la Galée. Voilà, c'est assez particulier parce qu'on n'a pas traité, vous voyez que les façades, on a des fenêtres à meneaux, des choses assez classiques, et puis ces petits oculi qui sont au-dessus. Et ça, c'était vraiment une prescription de Serlio. Donc, en tout cas, on pourrait dater donc, de ces années environ 1546-1564 la transformation de la maison de la Galée en espèce de pseudo-château, parce qu'on vraiment on est sur quelque chose d'assez intéressant, avec ce principe de récupération et de modification. Je vous le lis, d'ancien corps de logis, c'est une constante qui est plutôt très ancrée dans les habitudes italiennes. Giovanni Soranzo, qui parlant des boutiques et de la médiocrité des hôtels marchands de Lyon, il dit en 1550, il y a de belles habitations fort bonnes dans lesquelles habitent des marchands, mais elles ont été réparées et rapiécées par eux-mêmes, des Italiens florentins et lucquois en grande partie. Donc cette idée qu'on puisse récupérer un bâtiment ancien pour en faire quelque chose de neuf, c'est à la fois une idée
italienne, mais aussi française, puisque, en tout cas pour l'époque, puisque Philibert Delonne va aussi en parler. En 1567, il dit « J'ai montré le moyen de se pouvoir aider des maisons incommodes, vieilles et mal faites, pour les approprier et accommoder avec les bâtiments neufs, et rendre commodes, salubres et habitables ce qui était incommode, insalubre et inhabitable, sans toutefois abattre, ruiner ou démolir les vieux bâtiments comme trop légèrement et inconsidérément font faire ceux qui n'entendent l'artifice des traits géométriques et par leur ignorance ordonnent incontinent faire tout de neuf. » Donc on est vraiment sur ce principe-là, c'est-à-dire l'idée d'une maison des vignes, de quelque chose qui est utilitaire, en tout cas pour la Galée, et où on va avoir une transformation en quelque chose d'assez extraordinaire. Alors ce plan-là que vous avez, cette vue cavalière, vue perspective, je vais m'en servir. Elle est un peu tôt parce que je l'ai datée de 1667-1668. Donc c'est pas un état de la meilleure. Il va y avoir un état intermédiaire. Donc c'est pas un état 16e que l'on voit là, c'est un état début 17e qui va être repris milieu 17e. Donc je l'ai pas forcément utilisé de manière systématique, mais bon, je vous le montre maintenant. C'est une magnifique vue perspective. Elle est malheureusement très difficilement on peut très difficilement la prendre en photo parce qu'elle est dans un couloir, on n'a absolument pas de recul, et donc j'ai fait des montages comme ça, j'étais obligée de bidouiller dans tous les sens, mais c'est un document assez extraordinaire. Alors, parmi les aménagements qui vont être liés à cette maison des champs du milieu du XVIe siècle, il y a ce jardin en terrasse qui n'a l'air de rien comme ça, parce que c'est un état milieu 17e, mais c'est un jardin qui devait sans doute, on va en parler après, avoir des éléments structurels, symboliques assez intéressants. Derrière, vous voyez qu'on est sur un schéma classique, ça c'est la partie qui est coincée entre le mur de terrasse et l'édifice. Et vous voyez qu'on est sur un schéma classique où on n'a pas forcément un côté très symétrique sur les fenêtres derrière, en tout cas avec les portes. Vous voyez qu'on est sur quelque chose qui ne s'organise pas forcément de manière harmonieuse. Mais voilà, ce couloir qui est derrière, qui fait penser à des douves, tout ça est a priori un héritage du XVIe. Autre héritage qu'on ne voit plus du tout, dans le jardin, eh bien, un pavillon qui aujourd'hui a été un peu modifié, il a été modifié au XVIIIe siècle, et puis une espèce de petite chose comme ça qui n'a aucune... Enfin voilà, c'est une petite porte qui amène dans tout un souterrain qui était là pour recueillir de l'eau. Et alors je vais un petit peu loin dans le truc là encore, mais quand on regarde Serlio et la grotte des Pins à Fontainebleau, on a cette même configuration. Vous voyez qu'ici on est sur la gravure de Sylvestre. On a 3 arches avec des bossages irréguliers et puis un petit édicule, une loggia qui se trouve sur le côté. Eh bien, on est sur la même configuration. Alors après, ce lieu-là a été restructuré au début du XVIIe, donc on peut penser que la grotte a disparu à ce moment-là, ou en tout cas qu'elle a été déplacée. Mais on peut penser qu'au XVIe, il y avait une grotte ici. Une succession un hémicycle au bout du jardin, en fait, avec une succession de, comment on appelle ça, de statues sur piédestaux. Alors, on se dit, oui, bah, ça ressemble au XVIe, oui, très bien. Mais alors, quand il s'agit de chercher des modèles, et alors, si vous avez en tête, vous, quelque chose, je serais vraiment intéressée, parce que j'ai cherché. Alors, vous allez voir, je vais vous proposer des petits trucs, mais c'est pas si courant que ça. Oui, moi je pensais aux Champs-Élysées, le côté de toute façon un peu philosophique de la chose. On a 8, je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais on peut se demander dans quelle mesure il n'y avait pas un 9e ici. Donc on se dit les 9 muses. Voilà, un lien peut-être avec tout ça, mais en définitive, pas tant de choses comme ça. La seule accroche que j'ai pu trouver, c'est le texte du Songe de Polyphile qui sort au XVIe siècle et qui est traduit par qui ? Jean de Vauzel. On retombe à nouveau, la première traduction a priori du Songe de Polyphile en France est faite par Jean de Vauzel. Au titre des inspirations, dans le tableau de Mantegna, on retrouve ce même principe d'organisation avec une ouverture sur l'extérieur, comme ça, comme on peut le voir sur le Songe de Polyphile. Mantegna, qui là encore, dont Jean de Vauzel s'inspire dès 1533 pour ses entrées lyonnaises. Donc on a vraiment
à la Galée un lieu d'application assez incroyable en termes de l'histoire de l'art, parce que, a priori, quelque chose qui est vraiment en lien avec une réflexion autour des grands artistes du temps. Alors après, à la mort de Mathieu de Vauzel, les héritiers vont hériter de tout ça. Je passe sur la généalogie du passage des héritiers qui est un peu complexe. Et en définitive, ce sont les Rougier qui sont propriétaires sans doute de la Galée au début du XVIIe siècle. Et à partir de 1629, comment s'appelle-t-il déjà? Rougier, Marie Rougier, je ne sais plus son prénom. Antoine Rougier, qui a très peur de la peste, qui va se réfugier à Miniry. Ben ça, c'était une des autres raisons de ces maisons à l'extérieur, c'est qu'en cas d'épidémie, on pouvait toujours s'y réfugier. On sait qu'en tout cas, en 1628-1629, quand la peste se déclenche, les Rougier et les Moulseau sont ensemble à la Galée, et que en 1629, c'est Jean de Moulseau qui récupère les lieux. Alors Jean de Moulseau, c'est le secrétaire de la ville de Lyon. Benoît vous en parlerait beaucoup mieux que moi, parce qu'il connaît tous ces arcanes de la finance lyonnaise du temps. C'était pas forcément quelqu'un qui, aux yeux de notre... quoique, je vais dire une bêtise, j'allais dire aux yeux de notre regard actuel, mais non, était forcément très honnête. Mais bon, en définitive, non, l'histoire se répète, on va dire. C'est-à-dire que les Moulseau ont, a priori, que ce soit du temps de Jean ou de son fils Thomas, vont se servir de l'argent de la ville de Lyon pour construire leurs propres édifices. Ça, je crois que c'est quelque chose de plutôt bien établi. En tout cas, la Galée va devenir un symbole de cette réussite au sein de la politique lyonnaise, ou en tout cas, si ce n'est de la politique, de l'économie lyonnaise. Donc, Jean de Moulseau va suivre le fameux cursus lyonnais qu'on connaît bien, où vous rentrez, vous êtes recteur à l'Hôtel Dieu ou secrétaire, enfin bon, vous faites partie de toute une série d'institutions, et mon fils va suivre le même chemin. Alors la Galée de Jean de Moulseau, eh bien, à partir du moment où il devient propriétaire, il va apporter sa trace. Les travaux qui ont été réalisés par les Vauzel sont sans doute un peu vieillissants. Et eh bien, Jean de Moulseau va reprendre une bonne partie du système et va déjà modifier un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'on voit à peu près les planches? Je ne vais pas vous les décrire en détail, mais on a toute une reprise, effectivement, des belvédères, déjà, création des terrasses, et un domaine qui s'organise peut-être un peu différemment par rapport au 16e. Hop, je passe. La présence d'une ménagerie, ça c'est assez intéressant, parce que c'est quelque chose qui est parfaitement inutile. Hein, ça fait partie vraiment, ces histoires, soit de volières, soit de ménagerie, sont des choses qui étaient vraiment là juste pour le plaisir des propriétaires. Et la trace d'une deuxième grotte. Alors, je vous ai parlé de la première qui se situe en haut. Il est probable qu'elle se détruit assez rapidement. Vous savez que ce type d'édifice, toutes les grottes du XVIe siècle, sont des choses qui sont assez fragiles et qui souvent ne résistent pas au temps, d'autant plus que l'eau passe à travers. Et on peut dater de Jean de Moulseau la présence, à proximité d'un jardin qu'il va créer en contrebas, d'une nouvelle grotte. Est-ce qu'on voit voilà. Ce petit édifice-là, qui possède un toit quand même assez complexe, vous voyez, eh bien, à son emplacement, on trouve encore aujourd'hui une petite voûte derrière, quelque chose qui a été bouché, mais visiblement une chose assez précieuse est liée à l'eau. Donc, il est probable que la grotte du haut soit disparaisse, soit réutilisée, des éléments soient réutilisés pour les transporter en contrebas. Il y a aussi sans doute la création d'une façade avancée sur la première façade, celle que je vous avais montrée, avec une réutilisation peut-être de certaines choses. Vous voyez que moi, je ne sais pas vous, quand je vois des petites choses comme ça, j'aurais plutôt envie de les mettre au XVIe siècle qu'au XVIIe. Maintenant, bon, il n'y a pas énormément, il n'y a pas une décoration extraordinaire à la Galée. Mais vous voyez qu'on a réutilisé ces consoles pour positionner sans doute 3 étages
de galerie. Alors ça, a priori, donc ça serait Jean de Moulseau, avec une chose assez amusante. Je me suis amusée juste comme ça à refaire ce petit truc, mais on est sur des volumes à peu près équivalents au Petit Perron. Donc là encore, le Petit Perron, dont on sait qu'à l'époque, il appartient au Balme, qui s'occupe du grenier à sel, sont des gens qui connaissent forcément les Moulseaux, donc il y a peut-être des petites inspirations qui se passent, mais je n'irai pas plus loin. Sur le jardin qui est mis en place par Jean de Moulseau, eh bien, il est en contrebas. Il doit conserver forcément le jardin haut avec son hémicycle, mais il crée aussi ce jardin beaucoup plus régulier. La partie en vert, la numéro 6, voilà, où se trouve la grotte, et puis un belvédère ici, vous voyez, qui a vraiment qu'un rôle de belvédère, parce qu'il ne sert à rien d'autre. C'est un lieu, une terrasse qui est conçue comme quelque chose de complètement ouvert sur l'extérieur. Voilà, une reprise aussi du schéma de l'eau, où vous voyez que l'ancien aqueduc qui se trouvait ici va être récupéré pour alimenter une partie du jardin, du nouveau jardin, ça c'est le nouveau jardin, une partie de la grotte, et puis le reste va sortir par un réseau dont on a encore la trace. Un autre réseau se trouve, ça c'est le plus ancien, si je retrouve ma souris. Non. Alors, bon, celui qui se trouve à gauche, eh bien, celui-là, c'est le réseau qui aurait été créé au moment de la création de la grotte. Donc, vous voyez qu'on a du coup des réseaux qui vont être réutilisés et puis augmentés. On a un passage du réseau qui arrive à partir du haut de l'ancien aqueduc où on amène l'eau au niveau des cuisines de la maison. Donc vous voyez qu'entre la fin le début, on va dire le milieu du XVIe siècle et le début du XVIIe, il y a quand même 2 états successifs avec d'énormes travaux. Et la petite maison des Vignes de départ se transforme vraiment en quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Charly à ces mêmes époques-là, pour ne pas oublier Charly quand même ? On a a priori une connaissance assez limitée et réduite de Charly jusqu'au début du XVIIe siècle. On sait qu'a priori, on a une succession de petits propriétaires et de petites structures d'habitation avec des petits éléments, des petites terres. Les vignes ne sont pas très très grandes, associées à chaque maison. Et comme chaque maison possède son pressoir ou sa cave, eh bien, c'est un peu difficile de définir qui fait quoi. La seule certitude que l'on ait, c'est que en août 1596, Antoinette Trigault, qui est mariée à Jean Rondelet, donne à son cousin Claude Guigaud la propriété viticole de Charly. Alors il le remercie. Guigaud, c'est quelqu'un de vraiment assez intéressant. Je n'ai pas vraiment développé parce que j'ai pas le temps, mais c'est un mythomane en fait. Et à cette époque-là, ça peut donner des choses assez intéressantes. Et c'est un serviteur, a priori, des Gadagnes, alors que, vous savez, la propriété de Charly est en face aujourd'hui de l'école Saint-Charles. L'école Saint-Charles, c'est l'ancien château des Gadagnes. Et il est probable qu'on peut penser, enfin, Hélène de Gadagne, à cette époque-là, est veuve. Alors, quel était le rôle de Claude Guigaud ? Je ne sais pas, celui d'un bouffon du roi, mais visiblement, il va récupérer énormément d'argent. C'est un domestique, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'éducation. J'ai un blanc sur... c'est impossible, alors que je pourrais lui faire un hommage. Quel est le nom de celui qui a étudié Charly, qui a fait des 5... L'abbé Vignon. Alors, l'abbé Vignon dit qu'il est illettré, etc. Moi, je ne pense pas, parce qu'il devient quand même châtelain de la ville après. Donc, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui ait un minimum de connaissances. En tout cas, c'est grâce aux Gadagnes qu'il se retrouve à la tête d'une somme assez considérable et qui va se lancer comme s'il avait un peu gagné au loto dans des achats inconsidérés. Il va créer un commerce de soie et puis il va se lancer dans la construction de ce petit édifice qui existe toujours, qui est la maison de Foudras, qui est juste en face de l'église. Qui est une ravissante petite chose, un ovni, vous le qualifiez un peu comme ça dans votre publication d'ailleurs. Et alors on a retrouvé, Vignon avait retrouvé effectivement les prix faits de la construction de cette maison-là, entre 1611 et 1613. Il se donne une particule
parce qu'il s'appelle Claude Guigaud, et puis on va l'appeler de Vaux-Privat. Alors Beau-Privat, Vaux-Privat. Oui, mais c'est entre les deux, justement. On ne sait pas si c'est Beau-Privat ou Vaux-Privat. On trouve vraiment les deux écritures. Et je pense que voilà, il s'est attribué un titre. Il n'a pas du tout la terre de Beau-Privat, le quartier de Beau-Privat ne lui appartient pas. Mais voilà, il va vraiment avoir des dépenses assez inconsidérées. Il va mettre du temps à construire cet édifice. Et parallèlement, il va donc mettre en place, s'occuper en tout cas du domaine de Charly, du Clos de Lay à Charly. Alors ça ne va pas durer très très longtemps. Comme il n'a pas vraiment d'éducation à la gestion, on va dire, ou que c'est quelqu'un qui a peut-être un peu flambé, il va être obligé de se séparer assez rapidement des choses qu'il a pu acheter. Et il fait banqueroute. Et en 1623, il va finir, c'est la dernière des propriétés. En 1623, il finit par vendre la propriété de Charly, donc son domaine de lait, à Benoît Bezin. Alors Benoît Bezin, c'est un édile lyonnais. On va dire que c'est à ce moment-là que la maison des vignes de Charly va peut-être passer à l'étape Maison des Champs. Donc un petit peu plus tardivement, vous voyez qu'on est presque un siècle plus tard par rapport à la Galée. Parce que celui qui achète la propriété de Claude Guigaud, c'est donc Benoît Bezin, c'est un marchand orangier et marchand d'épices. Il est élu échevin et donc il accède à la noblesse en 1619. Pour autant, donc, comme vous le savez, quand on accédait à la noblesse en tant qu'échevin, on n'avait pas le droit à un titre ni à des terres. Donc beaucoup de ces personnes-là, de ces édiles, vont à ce moment-là acheter des lieux pour investir dans des seigneuries. D'autres vont placer leur argent et imiter les Italiens du siècle précédent en achetant des petites maisons des vignes pour les transformer en luxueuses maisons des champs. Alors Benoît Bezin achète une première maison à Guillaume Barbier, qui est le domaine de la Citadelle. Et puis, 4 ans plus tard, profitant donc de la banqueroute de Claude Guigaud, il va acheter la propriété viticole dont il a hérité de sa cousine. Alors à ce moment-là, Benoît et Pierre Bezin, entre 1623 et 1631, vont faire du domaine quelque chose de beaucoup plus important. Et donc, il est possible qu'à l'identique de Jean de Moulsot à la Galée dans ces mêmes années, on est exactement on est à quelques kilomètres, ces deux domaines sont très très proches, et on va avoir des travaux un peu similaires, avec notamment, regardez la forme du jardin. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est assez amusant. Puis alors, si on s'amuse à les superposer, à prendre l'un pour superposer sur l'autre, on se dit qu'a priori, oui, voilà, il y a quand même sans doute des petites choses qui ont pu être inspirées. En tout cas, la description qui en est faite en 1631 correspond à la définition de ce qu'on appelle les maisons de plaisir. Donc, ces descriptions en 1561, en 1597, qui définissent une notion fiscale du lieu. Pour être exemptées de l'impôt, ces maisons doivent comprendre jardin, garenne, verger, clos plantés en bois ou en vigne, d'un seul tenant et attenant à la maison, entretenus uniquement par des valets ou des domestiques. Donc effectivement, ce n'est pas des lieux où il y a forcément une très grande surface déjà. Et puis, ce sont des lieux qui sont des lieux où on a plus le plaisir que l'agriculture. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Enfin, la transformation vraiment en maison des champs, c'est dans cette époque-là, c'est le début des années 1630. Alors, comment on le sait, donc vous avez déjà une comparaison ici. Je ne vous ai pas détaillé le plan, mais vous voyez ici, à l'époque, voilà. Est-ce qu'on voit Non. Oh, c'est pénible. Oui, le petit point vert, on part du violet tout en haut. Ça, c'est a priori les deux vergers. Et puis, on suit les petits points verts qui correspondraient en fait à des haies. Il n'y a pas de mur à cet endroit-là. Et donc, la première, a priori, le domaine est amplifié pour arriver jusqu'à ce volume-là dans les années 1630. Alors, je vous ai montré donc les comparaisons qu'on peut faire entre les deux jardins de la Galée et de Charly. Et alors, à la différence de la Galée où les statues ont disparu, on sait que à Charly, il y a effectivement, là aussi, 9 statues. Donc peut-être les 9 muses. Et ces statues, malheureusement, elles ont quand même bien souffert. Alors il y en a quelques-unes encore sur le site,
mais sachant qu'elles ont été reprises, enfin certaines d'entre elles ont été reprises au début du XVIIIe siècle, il y a une petite difficulté à identifier de quand date quoi. On peut penser que 4 d'entre elles sont encore héritées de la décoration qu'il y avait vers 1630. Et donc, voilà, ça pourrait donner des indications aussi sur ce qui se trouvait à Millery à ce moment-là, parce que pour le coup, les statues de Millery, elles, ont complètement disparu. On ignore complètement le registre. Et donc, en 1623, Guigaud avait vendu pour 200 livres le domaine du Clos de Lay. En 1631, Pierre Bézin le revend 16 000. Donc, vous voyez qu'on est passé sur... Alors, il profite d'un problème financier, donc on peut penser qu'il l'a eu un peu au rabais, ça on est d'accord. Mais bon, vous voyez que la différence montre l'amplitude, toute l'amplification, tous les travaux qu'on peut être faits. On n'en a pas vraiment de traces, si ce n'est effectivement cette comparaison, des éléments comme ça existants, et puis cette somme de vente. Et donc, quand le domaine est vendu en 1631, c'est une grande maison haute, moyenne et basse. Vous voyez que par rapport à très bâtiments joints ensemble, au départ, consistant en 2 corps de logis, grange, fenière, écurie, tinalier, cour, jardin, 2 vergers, terre, vigne, pré. Voilà, c'est beaucoup plus important. Le joint ensemble à partie clos de muraille, partie de haie. 75 hommes de vigne, c'est pas mal, ça commence à faire. Alors celui qui va acheter en 1631, c'est Charles Bayle. Et Charles Bayle, on n'a pas... Alors c'est pareil, c'est un édile lyonnais. De son passage, on ne garde pas grand-chose. Il y a assez peu. Alors, moi, j'ai pas eu un temps fou non plus pour dépouiller les archives, mais a priori, il ne va pas énormément intervenir sur les lieux. C'est plutôt son fils, Charles III, enfin son petit-fils Charles III, qui lui va intervenir sur les lieux avec la construction, la partie rose que vous avez sur la photo de gauche. Eh bien, cet édifice-là, c'est un passage qui va permettre de rejoindre les 2 bâtiments. C'est un passage, a priori, vous voyez, je me suis amusée à rajouter une arcade. On est vraiment sur les passages voûtés qui permettaient de rejoindre 2 bâtiments sans avoir à se mouiller. Et les fenêtres du dessus, ils sont trompeuses parce qu'à l'intérieur, on a tout un décor qui montre que la galerie était sur 2 niveaux. C'était une galerie complètement ouverte. Alors ça, on a une datation dessus, puisqu'on a sur la clé de voûte d'une des portes de la galerie, on a cette date de 1657. Mais c'est vraiment, pour le coup, une pièce que moi je trouve assez jolie, qui n'est pas mise en valeur aujourd'hui. Bon, et pourquoi ça sert de bureau, mais cette reprise du 19e de ces fenêtres qui sont pas très intéressantes, eh bien, en définitive, ne montre pas la richesse de cet aménagement, de cette circulation qui était plutôt belle. Alors, bon, je reviendrai sur Charles III Bayle. C'est quelqu'un qui, en tout cas, ne va pas du tout investir à Charly. Pour le coup, il n'est pas du tout intéressé par l'aspect, comment on va dire, 19. Bah oui, mais on finit à 20h, c'est ça? 1 heure? Ah mais tout le... Non, mais alors je suis très embêtée parce que moi, c'était marqué 20h, qu'on s'arrêtait à 20h. Et donc là, il est 19h. Donc j'ai encore 1 heure. Ah si. Alors, je suis très embêtée parce que moi, je vous en ai fait pour 2 heures. Ouais. Non, mais après, je vais essayer d'aller vite. Moi, je prenais mon temps parce que justement, j'insistais un peu sur les détails et tout ça. Non, sur tous les mails que j'ai eus, c'était 20h. Donc c'est pour ça que Bah, nous, on n'a peut-être pas fait... Enfin bon, après, Bon. Alors, on va essayer d'aller un peu vite. Donc, nous ne parlerons pas de Charles Bayle. Petite chose sur Moulsot, je vais vite. Un petit détail qu'on ne connaissait pas du tout, et ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, alors si vous vous penchez un peu sur l'histoire de l'hôtel de ville, vous savez que Dorol et Chana très vite vont avoir la primauté sur les travaux. C'est-à-dire que quand on demande et on commande les travaux d'hôtel de ville, on va faire, les consuls font une énorme bêtise en accordant une quasi-exclusivité à Dorol et Chana.
qui vont du coup faire un petit peu à leur idée. Et il n'y a pas de contrôle, en tout cas il y a quelque chose, Maupin n'est pas forcément là sur le chantier, il y a un vrai manque, et ce qui fait qu'à partir de 1649, de manière orale, Thomas de Moulseau va être nommé pour surveiller le chantier. Alors c'est un avocat à la base, c'est le fils du secrétaire. On n'a absolument aucune idée pourquoi vraiment il est nommé, mais il va suivre le chantier jusqu'en 1600, j'ai mis 65, mais c'est 55. J'ai fait une erreur, la bonne date est là. Donc vous voyez que c'est quand même assez important. Pendant 6 ans, il va suivre absolument tous les travaux. Et il va assurer, il va en faire le toisage, etc. Du coup, il va créer tout un réseau ouvrier. Quand je vous disais qu'a priori, il y a eu une vraie ponction de l'argent lyonnais par les Moulseau, eh bien, on va retrouver, moi je me suis amusée à plonger dans toute la généalogie des ouvriers de l'époque, et on retrouve systématiquement les ouvriers de l'hôtel de ville, ou quasiment systématiquement, de l'hôtel de ville sur les travaux que va faire Thomas de Moulseau après sur le site. Donc vous voyez qu'on a un vrai échange. Mais avec sans doute aussi des histoires d'amitié, puisque j'ai pu retrouver à un moment des donations qui sont faites entre un tailleur de pierre qui se trouve dans le nord, vers les fameuses carrières de Saint-Cyr, et Moulseau, et il y a des donations, donc a priori c'est pas juste une histoire d'argent, il y a aussi des histoires d'amitié. 1667, Thomas de Moulseau va récupérer l'entière propriété, son père lui fait une donation du domaine de la Galée. Vous voyez ce tableau, donc a priori, qui représente la vue cavalière. En fait, c'est un projet, il faut se méfier, on a l'impression que c'est une photographie, mais pas du tout. C'est un projet de ce que veut faire Thomas de Moulseau sur le site. Ce tableau, moi, j'aurais tendance, après avoir un peu fait le tour de la question, de me penser qu'il est attribuable à Thomas Blanchet. Alors, les projets de Thomas de Moulseau, il y a sur la maison, ajout d'un escalier central, il va le faire. Il n'y était pas, et on voit bien sur des photographies après, on voit que cet escalier, vous voyez, il vient s'accrocher. On n'est pas sur les mêmes pierres, on n'est pas sur les mêmes structures. Cet escalier vient vraiment s'accrocher a posteriori sur les trucs. Donc, Thomas de Moulseau va ajouter un escalier central surmonté d'une tour. Donc, voilà, il avait dans projet, ça il l'a fait, il avait en projet de créer la 4e tour, ce qu'il n'a pas fait. Il va supprimer le 3e étage de la galerie. Les toitures en ardoise, eh bien, a priori, ça n'a jamais été fait. Modifier les ouvertures, porter ce mètre, il va le faire. Création d'une 4e tour d'angle, il ne le fait pas. Continuation de la galerie de façade ouest. Vous voyez qu'on a l'impression que la galerie se continue. Donc il avait peut-être l'envie de faire un trompe-l'œil, comme il pouvait y en avoir un à l'hôtel de ville. Il ne le fait pas. Et l'ajout de la porte monumentale à l'entrée de la cour d'honneur, il va le faire. Mais alors c'est en avant. Jardin, ajout d'une toiture à la mansarde sur le pavillon. C'est plus tardif, ça n'a jamais été fait, pardon. Et il va surtout créer un nouveau jardin. Donc Thomas de Moulseau, qui a vraiment cette vocation de bâtisseur, va suivre les traces de son père et va à nouveau modifier le château, la maison des champs. Alors vous voyez qu'on est vraiment sur un lieu qui a l'air relativement simple à comprendre, et puis en définitive, il n'est pas si simple que ça. Alors les toitures en ardoise, elles ne seront jamais faites. C'est comme ça que j'avais rencontré Benoît, puisqu'on avait parlé de Kolbenschlag, qui lui a fait toutes les vases qui se trouvent et les fleurs de lys qui se trouvent sur l'hôtel de ville à la même époque. En l'occurrence, Kolbenschlag n'interviendra pas à la galerie. Ensuite, il va avancer le mur sur le côté. Il va faire des gros travaux de terrassement et il va condamner une partie. Vous avez la fameuse cave qui est héritée sans doute du 14-15e siècle. Cette cave, il va la boucher en partie, et donc il va faire une avancée comme ça pour sans doute aménager toute la partie qui se trouve sur le côté droit, le côté gauche de la maison. Il veut faire une allée d'honneur. Ensuite, il va rehausser tout le terrain. Et donc, tous les bâtiments, tout ce qui était... Vous avez l'arc au milieu qui était autrefois l'imposte d'une ouverture, d'une porte, va se retrouver complètement superposé comme ça. Hop, remarquez, je l'ai remis là. Donc, il va reprendre toute cette partie-là qu'il va entièrement rehausser
il va rehausser aussi cette partie-là, ce qui entraîne sans doute la partie, enfin voilà, toute la terrasse là va être rehaussée et ça doit entraîner en partie la destruction définitive peut-être de la fameuse grotte. Et vous voyez qu'il rajoute au moins 50 voire 1 mètre de terre à certains endroits sur la partie qui se trouve entre le bâtiment et le cellier. La partie en rose clair est un ajout de cellier supplémentaire. Le cellier devient très grand, donc vous voyez, il y a vraiment une vocation viticole qui est affirmée. Des choses assez intéressantes, remarquez le mur qui vient se mettre en pignon contre le cellier, tout en haut de l'image. Et ça, je pense qu'on est sur le même principe que de ce qui a été peint par Panthot dans le jardin de l'Hôtel de Ville, c'est-à-dire peut-être un mur perspective, quelque chose qui représentait un décor. Même chose pour le mur dont on voit qu'il est doté d'une fenêtre. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver sur des tableaux de l'époque. Et on a des décors extérieurs. On a vraiment des peintures extérieures qui sont là pour valoriser. Alors, tout ça a disparu, malheureusement. Ce serait intéressant de faire des recherches là-dessus. J'ai trouvé d'autres exemples citant la présence de murs peints extérieurs dans les jardins du Lyonnais. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faudrait sans doute travailler. Et il va créer un autre jardin. Alors, c'est quelqu'un, Thomas de Moulsot, qui est complètement dans la... il fait énormément de voyages. Il est député auprès de la cour de Louis XIV, donc c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de voyager. Il va réussir à placer le vin de Millery, puisque du coup, le vin de Millery va se retrouver à la table de Louis XIV à Versailles. Vous savez que on faisait des cadeaux, les édiles lyonnais envoyaient un certain nombre de trucs, des melons, du vin blanc, etc. Le vin de Millery, pendant 3 ans de suite, je crois, va être envoyé à Paris. Donc les députés Thomas de Moulsot, il a vraiment il est en plein... Les travaux de Versailles commencent en 1671, on est en plein dedans. Il voit très bien le grand dessin de Colbert pour Louis XIV, il voit très bien les débuts des travaux de Versailles, et curieusement, il nous fait ce petit jardin en terrasse. Voilà. Alors il est joli, on va pas enlever ça, mais en même temps, on se dit il aurait très bien pu, avec l'argent dont il dispose, le lieu qui est immense, il aurait très bien pu faire un jardin à la française, faire quelque chose avec des perspectives, des choses comme ça. Et en définitive, non, il fait un espèce de doublon du jardin du dessus, il fait une petite terrasse. Alors je pense qu'en fait, il implante ça dans la prolongation du jardin de son père. Son père avait créé le petit jardin carré qui est sur la droite, lui va créer le jardin qui est sur la gauche, toujours avec des belvédères d'ailleurs. Et... en définitive, il l'implante à l'endroit où on ne peut pas tellement mettre de la vigne parce que c'est l'endroit où la zone est la plus humide, l'eau passe. Et donc, quelque part, c'est pratique de mettre un truc... Alors, ça nous donne une idée où on se dit qu'a priori, la vocation viticole du site est plus importante que la partie esthétique, en tout cas. Où l'esthétique, elle est quand même là, elle est quand même présente, mais il ne va pas céder aux lumières du temps sur l'aspect mise en place d'un jardin à le nôtre. Il va vraiment rester dans l'ancienne vision des jardins pour créer quelque chose d'intéressant, mais pas forcément ostentatoire. À l'intérieur, un magnifique décor qu'on peut identifier comme étant de Blanchet, avec des pots. Alors ils sont amusants ceux-là parce qu'on les retrouve notamment dessinés par Maupin. Je vais vous montrer ça après. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette petite pièce, qui est un des bastions de la maison, représente tous les attributs du jardinage. Et alors on a pris pour habitude avec Stéphane Crozat, avec qui je travaille, d'identifier toutes les plantes qui se trouvent sur les guirlandes. On est en train de faire ça pour Vaux-le-Vicomte, justement, pour proposer... vous savez que Lebrun a peint énormément, ou les assistants de Lebrun, parce que Lebrun ne peignait pas les fleurs, c'était ses assistants. Mais la reprise de ces fleurs permet de proposer des catalogues aujourd'hui qui sont quand même plus intéressants que de mettre du géranium. Quand vous regardez aujourd'hui les photos de Vaux-le-Vicomte, ça fait mal au cœur, c'est du géranium. Alors, j'ai regardé le géranium, le pélargonium était introduit au XVIIe siècle. Donc, en soi, ce n'est pas une si grosse erreur que ça. Mais je trouve que ça fait un peu concierge. Alors que si on travaillait sur toute la richesse des guirlandes représentées par le brun, on pourrait avoir une richesse végétale dans les jardins fantastique. C'est ce qu'on va faire. En tout cas, c'est ce qu'on a fait pour la Galée. Et vous voyez, on s'est amusé à repérer tout ça. C'est assez intéressant. Ça nous permet de proposer tout un catalogue.
Sachant que ce jardin était aussi beaucoup fait de pots. Alors je vous ai mis en bas les fameux pots représentés. C'était ce qui m'avait fait un peu tiquer sur Kolbenschlag en me disant on a plus l'impression ici de voir un travail de cuivre qu'un travail de poterie. Parce qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez fin. Une poterie comme ça, il faudrait qu'elle soit assez épaisse, surtout en étant dehors, pour pouvoir résister à des... Alors, c'était des choses qui étaient rentrées en hiver, mais en attendant, bon, voilà, je pensais plus à quelque chose de métallique. Mais vous voyez que ces pots, eh bien, on va les retrouver posés un petit peu partout. Ça, pour le coup, c'est complètement dans l'époque. Ici, eh bien, les fameux, toute la trame qui a été faite par Thomas de Moulseau en phase 1, eh bien, elle est encore très marquée et on voit que le plan qu'il avait projeté, eh bien, quelque part, il en a vraiment tenu compte. Je vais très très vite. Il achète par la suite ce qu'on a appelé la petite galée et à partir de 72 à 89, il va mettre en place la fameuse réserve d'eau que l'on connaît, qui est assez extraordinaire, qui se situe sous l'entrée de la maison, enfin sous la cour d'entrée de la maison. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'a priori, moi j'ai fait tout un parallèle entre la manière dont on cherche l'eau au moment de la construction du jardin de l'hôtel de ville. On va aller plonger dans les collines de la Croix-Rousse pour aller chercher l'eau. Et bien, la technique mise en place, alors c'est un fameux Charles Hainaut qui fait ça pour Lyon, et je pense que le fameux Hainaut est intervenu aussi à la Galée, ou en tout cas quelqu'un qui a le même savoir, parce qu'on a exactement ce même principe de recherche. On est un peu sur des principes presque iraniens, c'est-à-dire qu'on ne suit pas l'eau dans la pente, on la suit vraiment sur un principe linéaire. On va suivre on va creuser un tunnel sur la base d'un filon, et ensuite aller faire des petites arêtes de poissons, mais ça c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer à Lyon, parce que ça... non, ça n'a rien à voir. En tout cas, ce principe de recherche d'eau avec des arêtes de poissons, on le retrouve à la Galée. Et quand on observe tous les textes sur le consulat, enfin des textes du consulat sur les travaux de l'hôtel de ville, on les retrouve. Donc il y a vraiment un savoir-faire lyonnais qu'on va retrouver là. Avec un élément qui est assez intéressant, c'est que le premier réseau qui est creusé pour alimenter la grotte, ou l'hypothétique grotte, c'est un réseau qui est un petit peu serpenteux, voilà, c'est assez sinueux. Alors que celui qui est creusé, qui va rejoindre le fameux réservoir, il est tout droit, mais vraiment absolument tout droit, et on a ces fameuses arêtes de poissons sur les côtés. Et je pense que la manière dont il est fait, que c'est un souterrain d'évacuation. C'est-à-dire que la population lyonnaise commençait à avoir des petits doutes concernant Moulseau et la qualité de sa gestion, enfin, ou en tout cas, voilà, que devenait l'argent des Lyonnais. Et je pense qu'il y a une vraie réalité, alors je ne vous la décris pas plus que ça, mais de volonté éventuellement de s'échapper de son domaine ou de s'y réfugier, l'un des deux. Et donc, ce souterrain qui va de Miry à la Galée n'est pas seulement fait pour récupérer l'eau, il est fait aussi pour se promener dedans ou pour éventuellement en sortir ou en partir. D'ailleurs, dans les témoignages de ceux qui sont rentrés dedans, effectivement, bon, aujourd'hui il est un peu encombré, mais il est encore tout à fait praticable. La mise en place du jardin, eh bien, je suis arrivée à refaire toutes les phases de construction. Je vous en ferai l'économie. Mais vous voyez qu'en fait, Thomas de Moulseau va donc se greffer complètement sur le jardin de son père, utiliser le belvédère comme une terrasse intermédiaire, et puis recréer un axe général de distribution des eaux. Voilà, je passe... Alors la fin... J'allais dire la fin, oui, parce que la fin de la Galée, d'une certaine manière, c'est un peu le XVIIe siècle. La fin du XVIIe siècle, quand il meurt, il y a des problèmes d'héritage, c'est étonnant. Thomas de Moulseau s'était séparé de sa première femme, il avait épousé une seconde femme, mais qui, elle, n'aura rien. Alors autant vous dire que ça lui plaît pas forcément. Donc elle va essayer de récupérer toute une série de trucs. Quand Jean-Baptiste de Moulseau meurt, même principe, il y a encore des problèmes d'héritage absolument incroyables. Et vous avez quelqu'un qui s'appelle Bonne Angélique Leguet qui va à la fois vider le site d'une partie de sa substance. On pense que c'est elle qui a vendu toutes les statues, on sait qu'elle vend des grilles, on sait qu'elle vend des balustrades. Ça serait peut-être intéressant d'aller partir dans les comptes de l'époque pour essayer de retrouver s'il y a des traces de ces ventes-là.
Et elle va se battre avec ses enfants. Ça va être un truc sans fin. Et jusqu'en 1704, donc autant vous dire, voilà, ça fait presque 40 ans de procès. Les enfants, les héritiers vont se battre pour récupérer la Galée. Pour finir, les jésuites vont racheter l'ensemble. Mais quand ils rachètent, le lieu est assez détruit. Parce que, effectivement, quand on se bat, on n'entretient pas. Ça, c'est quelque chose de connu, malheureusement. Concernant concernant Charlie, on a un élément donc, je vous ai parlé de Charles III, Bale, qui va a priori construire en 1657 la fameuse galerie qui est sur le côté. Mais à partir du moment où il va être nommé au puits, c'est un bâtisseur. Il va partir du principe que sa mission est celle de construire un séminaire. Et donc il va tout faire pour récupérer de l'argent. En 1691, il décide même de vendre le domaine de Charlie pour pouvoir fournir la somme nécessaire à la construction définitive du séminaire. Donc vous voyez, a priori, là encore, on est sur un lieu qui, même si il y a eu une vocation d'amélioration ou de mise en beauté, on va dire au début du XVIIe, on a à nouveau cette accroche sur le côté viticole qui revient et qui fait que on a une mise en place on a une exploitation viticole et elle est en tout cas vendue comme telle à Melchior Philibert. Alors Melchior Philibert, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je ne vais pas le faire, sinon je vais me faire gronder. C'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant, qui est à la fois un commerçant hors pair et quelqu'un qui est sans doute humainement assez déficient. Il a plusieurs enfants. On appellerait ça aujourd'hui des work alcooliques ou des des gens qui sont consacrés essentiellement au travail. Et dans les enfants, eh bien, ils n'ont pas vraiment eu le choix, les enfants de Melchior Philibert. Le premier, Gabriel, va rentrer dans les ordres. Le deuxième, c'est Jean-François. Et Jean-François, c'est quelqu'un d'assez inconséquent. C'est quelqu'un qui, a priori, c'est le fils à papa avec les Ray-Ban et la Ferrari. Alors je dis ça, je rigole un peu, mais vous allez voir que ça a son importance. Après, il y a Louis, et Louis, eh bien, c'est celui qui va être choisi par son père pour travailler comme lui. Mais son père va l'épuiser à un tel point que Louis va mourir très jeune, et que Jean-François, en définitive, qui n'était pas prévu pour être héritier de son père, ou en tout cas l'aider dans ses affaires, Jean-François va se retrouver avec son père aux affaires. Alors là, c'est une catastrophe. Parce que, alors c'est à la fois bien et pas bien, et après je finirai là-dessus. Voilà. C'est à la fois bien et pas bien parce que jusqu'à ce que son frère meure, alors je sais plus, je crois que c'est 1720, eh bien Jean-François, lui, va faire la bamboula. Autant Melchior Philibert, qui a un argent absolument incroyable. Je ne sais pas à qui on pourrait le comparer aujourd'hui, mais il a une fortune absolue en argent, disponible à la fois sous forme de bateau. C'est quelqu'un qui va faire du commerce, qui va donc récupérer des marchandises, s'engager à les transporter, mais c'est quelqu'un aussi qui va fournir de l'argent. C'est-à-dire que sur une lettre de change, on dit à l'époque que la moindre lettre signée de Melchior Philibert, eh bien, elle permettait d'avoir de l'argent dans le monde entier. Donc c'était pas n'importe qui. Quelqu'un de très sérieux, son fils meurt en 1720, et l'autre, jusqu'en 1720, va faire la bamboula. Alors, il est dans le quartier de Sainte-Croix, donc vers Saint-Jean. Ça, c'est en importance. Je me suis amusée à refaire un peu toute la généalogie de tout ça, parce que c'est là, a priori, qu'il rencontre Sarabat. Daniel Sarabat, c'est un peintre qui est né à Paris, qui va ensuite partir en Italie et qui va faire une première étape Paris, et puis il va redescendre à Lyon. Et on dit à l'époque qu'a priori c'est pour boire. Et il n'est pas impossible qu'il soit rencontré dans les tavernes avec Jean-François. Alors Jean-François, lui, veut à tout prix donner au nom de Philibert une vocation somptueuse, et donc il va récupérer le palais de Roanne en plusieurs petits bouts. Le palais de Roanne, c'est aujourd'hui l'équivalent du palais de justice. Et donc il va récupérer le palais de Roanne et il veut créer sur la place de Roanne, devant le quai, une façade
pour la maison Philibert. Donc il va faire construire. Alors il a des problèmes sans nom, c'est-à-dire qu'on pense que c'est quelqu'un qui n'a pas non plus, voilà, il est plutôt fait pour la fiesta que pour les affaires. Donc il va il va avoir des problèmes, notamment pour des questions d'alignement. Donc il part tout feu tout flamme quand il achète les maisons qui vont constituer le palais de Roanne pour reconstituer une maison Philibert. Puis finalement, il n'arrivera jamais à le faire parce qu'il va même mourir avant, puisque il va ne pas pouvoir récupérer l'ensemble, la totalité des choses qu'il veut. En 1699, il est parrain du premier enfant de Sarabat. Et je pense que si Sarabat se retrouve à Charlie pour faire les fameuses fresques qu'on connaît, les fresques du domaine de Melchior, alors jusqu'à présent, elles étaient datées de 1701, mais je n'ai jamais trouvé ce qui justifiait cette datation de 1701. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'en 1699, Jean-François Philibert est parrain du premier enfant de Sarabat. Donc, a priori, c'est plutôt à ce moment-là que le lien se crée. Jean-François va petit à petit, et j'en finirai là, prendre en main les affaires de son père, sachant qu'il les prend... Enfin, Melchior Philibert a visiblement un problème dans les dernières années de sa vie. Il est de plus en plus difficile pour lui d'être aux affaires, et son fils va en profiter. Pour lui faire signer d'abord contre toute attente et contre tout héritage familial, il se fait faire une donation entre vifs de l'ensemble des biens de son père. Donc ça, déjà, vous imaginez que c'est un petit peu compliqué. Et puis, quand son père meurt en juin 1725, il part avec tous les livres de comptes, il monte à Charlie et visiblement, il passe 2 mois à entièrement les falsifier. Ça va le mettre dans un état de stress tel qu'il meurt 2 mois après son père, donc ça n'a pas servi à grand-chose. Ça explique peut-être certaines visions des archives aujourd'hui qui sont un peu complexes à comprendre, notamment sur les trucs. Et ça va donner des procès absolument sans fin qui font que, on va être obligé de mettre en place des systèmes de réglementation, de liquidation des biens des uns et des autres. Et en définitive, c'est le sculpteur Thierry qui, en 1729, va récupérer sous forme d'enchère le domaine de Charlie. Mais ça, c'est une autre histoire. Sinon, j'aurais rajouté un 1 à 17e. Voilà. Merci infiniment. Je suis désolée de vous avoir coupé la parole, mais le problème, non, je n'ai jamais dit que c'était jusqu'à 20h, mais vous nous montrez très bien, je ne vais pas parler longtemps si certaines personnes veulent vous poser des questions, mais vous montrez bien toute la subtilité d'analyse qu'il faut développer pour étudier ces maisons qui ont vécu et donc qui ont beaucoup évolué d'année en année. Si d'entre vous veut poser une question. Merci encore pour cette présentation. Sur l'histoire des tours belvédères, alors effectivement, je confirme que dans les baux du XVIIe siècle, on voit parfois qu'il est écrit que le locataire a le droit d'aller faire sécher sa lessive en haut de la tour. Parce qu'effectivement, c'est le seul endroit aéré. Mais on trouve effectivement plusieurs tours belvédères construites à ce moment-là. Il semblerait qu'il y en ait eu un au-dessus de l'abbaye Saint-Pierre aussi, donc qui est typiquement dans ces années-là. Et si je me souviens bien, Jean de Rode en a fait construire un dans votre quartier. Hein. Et Jean de Rode, par exemple, était un membre de la Compagnie du Saint-Sacrement. Et dernier point, Thierry Reynard qui est là pourrait nous le confirmer, mais Camille de Neuville apparemment avait des lunettes astronomiques et lui-même s'entraînait, pratiquait. Voilà. Donc il semblerait, il y a plusieurs petits éléments qui laissent penser qu'il y a eu une espèce de vogue de l'observation astronomique à la fin du XVIIe siècle.
Alors oui, il y a ça, et il y en a une à Charlie, j'ai oublié de le dire, construite du temps de Melchior Philibert, et qui, comme celle de Jean de Rode, alors elle n'est pas pentagonale, elle est octogonale, je crois. Donc il y a une forme particulière, celle de Jean de Rode est octogonale, celle de Melchior Philibert l'est aussi. Ce qui est très amusant, si vous allez voir le cadastre du 19e, le cadastre napoléonien, on a la chance d'avoir les deux éléments, vous savez, le brouillon et puis la réalisation. Sur le brouillon, vous avez les points rouges qui ont permis de tirer des axes de vue pour faire la topographie. Et ce sont tous les belvédères. Je pense qu'il faudrait repartir des cadastres 19e pour repérer toutes les tours belvédères. Alors j'ai commencé à le faire. C'est un travail monstrueux. C'est là que je me suis rendu compte que oui, il y en a beaucoup. Et ça serait vraiment intéressant de travailler dessus. Précipitation et